Bonjour, bonjour à tous et toutes. C'est un peu le temps de tout le monde à pouvoir se connecter pour suivre du coup ce sixième webinaire, sixième webinaire Flocon Vert, où aujourd'hui donc on va un peu se poser sur le critère de l'aménagement du territoire au service de la transition. Donc pour rappel, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Donc comme ça permettra de le retrouver en ligne a posteriori. Et donc voilà, quelques petits principes que je repose toujours à chaque fois pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vous invite vraiment à couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Et couper aussi pour les non-intervenants la caméra. Comme ça permet plus de sobriété numérique. De toute façon, vous êtes trop pour que je vous voie. L'idée, c'est vraiment que le partage de la parole soit au centre des débats sur la partie question qui arrivera après et donc que tout le monde soit bien informé que le tout est enregistré. Pour un petit rappel, toujours, pour les nouvelles personnes qui verront ce webinaire et qui arriveront à ce moment-là, nous sommes l'association Mountain Riders, c'est une association qui a été fondée en 2001 et qui compte aujourd'hui 15 salariés. Notre cœur de métier, c'est l'éducation à la transition écologique et on est présent donc, sur l'ensemble des territoires de montagne français et notre siège est basé dans la ville de Chambéry. Au quotidien, notre philosophie, c'est vraiment dans notre travail avec les territoires, les acteurs ou bien la population, c'est vraiment d'informer sans moraliser, de travailler avec tous et de faire du changement une démarche qui soit vraiment positive autour d'alternatives concrètes. Et c'est aussi, voilà, vous présenter des alternatives concrètes, c'est un des enjeux de ce webinaire. Ce webinaire se fait donc dans le cadre de la labellisation du Flocon Vert, qui est donc une démarche labellisante et qui a pour objectif d'engager et de structurer la transition écologique des stations de montagne, des territoires de montagne, je dirais même surtout, et aussi de donner au grand public une vision des territoires de montagne qui sont engagés. L'intention est donc, pour ces webinaires, d'expliciter au maximum le cahier des charges du Flocon Vert d'un point de vue technique et aussi de vous proposer des exemples opérationnels. Et ça se fait au travers de l'intervention des experts qui sont sur le webinaire. Ils ont lieu donc tous les 2 mois, le jeudi de 14h à 15h30. Et à chaque session, on fait un focus sur un critère du cahier des charges. On en est aujourd'hui au sixième webinaire. Et les 5 autres, si vous voulez les retrouver, ils sont donc en ligne sur la page YouTube de Mountain Riders. Et donc, pour les 2 prochains rendez-vous à venir, on aura donc en mars, donc le 14 mars, un webinaire sur l'eau avec la raréfaction, les conflits d'usage et quelles sont les solutions à ça. Et ensuite, le 16 mai, un webinaire sur la biodiversité, sur comment la préserver et la valoriser. L'équipe du jour est donc composée de moi-même, donc Colline, moi je suis la responsable du projet Flocon Vert. À mes côtés, vous avez Lucie Laurent, qui est la chargée de projet Flocon Vert, et nos 3 intervenants du jour, donc Sylvain Cochematian, qui est le directeur général des services techniques de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, Hubert Didier-Laurent, qui est le 3e adjoint chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à Tignes, et Richard Cessillon, qui est un consultant aménagement et tourisme et urbanisme à l'agence alpine des territoires Agathe. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon des personnes que vous verrez aujourd'hui. Pour le programme, donc on va commencer par une petite contextualisation pour clarifier le sujet et les enjeux, qui sera faite par moi-même et avec un ajout de Richard Cessillon, puis un zoom du cahier des charges Flocon Vert, la partie apport de nos experts, donc les 3 différents experts. Et suite à leurs apports, vous aurez un temps d'échange pour poser vos questions. Et on clôturera sur une ouverture sur des partages de bonnes pratiques qui existent aujourd'hui sur nos territoires Flocon Vert ou non, pour une des bonnes pratiques du jour. Donc, pour la petite contextualisation, vraiment pour mettre en contexte déjà sur le côté historique, notons, alors, d'une première part, que ce critère s'appelle aménagement et ménagement. Donc, pour un petit point historique, dans les années 60, la tendance était plutôt à l'aménagement. C'était pas vu comme, le mot aménagement n'était pas du tout vu comme négatif, bien au contraire, puisque aménager les territoires de montagne, c'était créer des logements et des services pour les personnes qui y vivent, c'était rééquilibrer les territoires et les activités économiques de la France, et c'était stopper l'exode des montagnards et rendre la France attractive internationalement.
Puis, dans les années 90-2000, est arrivée cette notion de ménagement du territoire. Et bien qu'on parle du niveau local, local du ménagement des territoires de montagne, par exemple, l'impact est bien global, puisque ménager les territoires de montagne, c'est ménager tous les territoires. Si on prend l'exemple de l'eau, préserver l'eau en montagne ou l'inverse, polluer l'eau en montagne, a un impact sur tous ceux qui en dépendent. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit par ménager? Parce que ménager va un peu à l'encontre de la performance qui était recherchée jusqu'alors, va à l'encontre du gain de temps, mais parce que ménager, c'est laisser des zones vierges, mais c'est pas pour autant forcément quelque chose de passif. On peut être actif dans le ménagement. Ça peut être par exemple revégétaliser, protéger une zone, démanteler. Ménager, c'est aussi améliorer l'existant ou encore prendre soin des continuités écologiques. Ce qu'on voit, c'est que les changements climatiques, le contexte de crise multiples, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, et les évolutions législatives qui accompagnent ces bouleversements, rendent aujourd'hui inévitable une redéfinition de l'aménagement, de l'usage des sols, du logement et de l'habitabilité des territoires. Et pour procéder à cette redéfinition et inventer collectivement un peu le monde et la société de demain, c'est vrai, on voulait aborder donc avec vous aujourd'hui le sujet de l'aménagement durable du territoire. Donc dans ce contexte de transformation, la durabilité des aménagements rime d'une part avec redonner ou simplement donner le droit aux collectivités d'expérimenter et de tester de nouvelles choses. C'est aussi redonner la place aux architectes urbanistes à la base des projets de conception des aménagements, laisser aussi la place aux créatifs pour réinventer l'aménagement, mais aussi redéfinir la notion de ce qu'on appelle le logement, avec des logements adaptés aux nouveaux usages et aux nouvelles contraintes. Mais c'est aussi se mettre à l'écoute en plaçant la participation au cœur, que ce soit en créant des maisons du projet pour présenter les 10 projets ou encore en favorisant la consultation publique, la concertation de la population locale et en mettant à profit leur retour. L'écoute, en effet, est très important pour nous parce que d'une part, tout simplement répliquer les bonnes pratiques d'un autre territoire sans être à l'écoute de ses besoins, ça ne peut pas fonctionner. Mais d'autre part, plus une décision est collégiale, plus on a de chances de prendre la bonne décision, tout simplement parce qu'elle sera plus éclairée et qu'elle relaiera plus d'opinions et de regards. Et pour finir, je vais vous mettre en avant un point, c'est le fait que ménager, ça peut être aussi être dans la retenue, parce que parfois, quand on va trop vite, on se rend compte que les solutions d'aujourd'hui peuvent finalement être aussi les problèmes de demain. Comme je vous expliquais au début, pour compléter cette petite mise en contexte, je vais donner la place à Richard Cessillon pour ajouter un côté plus réglementaire à cette contextualisation. Richard, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ah, je vous entends. Bonjour à tous. Donc Richard Sission de l'agence Agathe. Donc j'ai une partie peut-être un petit peu moins glamour que ce que vient de présenter Colline sur l'aspect un peu plus donc réglementaire et juridique qui est aussi la réalité au quotidien des collectivités en matière d'aménagement et de ménagement. En faisant quelques préalables, notamment sur la notion de planification urbaine, un terme qui est peut-être pas trop utilisé mais qui reste bien la pratique dans la réalité. Donc cette planification urbaine, quand on dit urbaine, ça concerne bien sûr aussi la montagne et le rural, c'est un terme générique, on va dire. C'est un terme qui recouvre l'expression d'un projet, donc porté par une collectivité, avec des spécificités de plus en plus marquées, avec le temps et avec les évolutions législatives, on va y revenir tout à l'heure. Notamment, c'est une planification qui est de plus en plus transversale. Tout à l'heure, vous verrez que je remettrai en avant un des articles du Code de l'urbanisme, un des plus fondamentales. Vous verrez que l'urbanisme au sens large, l'aménagement, il est censé répondre à nombre de thématiques et pas seulement le droit de construire ou de pas construire. Il est beaucoup plus large, ce qui n'était pas le cas historiquement. Donc plus on avance dans le temps, plus cette notion d'urbanisme prend en fait la notion d'aménagement et de ménagement au sens large et est censé traiter un grand nombre de thématiques. Elle est de plus en plus participative, cette planification aussi, avec les questions environnementales qui se posent. Il y a de plus en plus de participation du public au sens large, de concertation, d'associations d'enquête publique, qui fait que ce sont globalement des planifications et des projets qui sont de plus en plus, on va dire, concertés et partagés.
plus ou moins négativement, mais en tout cas, de plus en plus mis sur la place publique. Et l'élément qui reste toujours valable, lui, et qui est de plus en plus même fort, c'est une planification qui est encadrée avec un certain nombre de lois, de règles et on va dire de normes qui sont de plus en plus contraignantes, entre guillemets, et surtout en constante évolution. Ce qui rend un peu difficile l'exercice, c'est que les règles changent régulièrement. Et on en parlera aussi tout à l'heure sur notamment la loi qui a instauré la perspective de ZAN, zéro artificialisation nette. Cette planification au quotidien, quand je dans la pratique, elle se traduit dans des documents que vous connaissez tous, documents de planification et surtout les documents d'urbanisme, en particulier le PLU. Bref, au petit cadrage général, euh, pour expliquer le côté encadré et hiérarchisé des normes, un petit schéma, hein, je ne vais pas tout vous détailler, mais pour vous montrer un petit peu la complexité, sachant que les collectivités au quotidien travaillent surtout avec le document PLU, PLU intercommunal, le I pour intercommunal, sachant que ce document, vous voyez, il est au bout de l'entonnoir d'un grand nombre de lois, de règlements, de schémas, de dispositions, etc., qui sont à la fois de niveau national et de niveau régional, qui, là où il y a un SCOT, sont intégrés dans le SCOT, et le PLU doit être compatible donc avec ce SCOT, et intégrer ces règles, et ajouter, s'il le souhaite, d'autres règles qui lui sont propres et localisées pour in fine pouvoir, au cas par cas, donner un accord ou pas vis-à-vis des demandes de permis, des autorisations d'urbanisme qui sont signifiées en bas à droite. Donc vous voyez que c'est, quand je parlais d'encadrement et de hiérarchiser, il y a vraiment une capacité au niveau notamment des collectivités locales d'agir, mais c'est une action qui est cadrée et encadrée par un grand nombre de documents de rang supérieur. Sachant qu'encore une fois, le document principal, ça reste le PLU à l'échelle locale. Et on verra tout à l'heure un petit peu comment on peut l'utiliser pour un développement durable. Autre petite précision aussi sur la diapositive suivante sur donc la loi climat et résilience et tout ce que vous avez pu voir autour du ZAN, zéro artificialisation nette. Alors historiquement, Colline, vous aviez fait une première intervention au mois de juillet là-dessus. Entre-temps, la loi a évolué. C'est pour ça que je me permets une petite mise à jour. Je fais un petit rappel rapide du principe et du calendrier d'application. La loi climat et résilience prévoit qu'entre 2021 et 2031, à l'échelle nationale, le territoire consomme moins de 50% d'espaces naturels, agricoles et forestiers qu'il n'a consommé sur la décennie précédente, 2011-2021. On parle bien de consommation des espaces naturels. On ne parle pas d'artificialisation. Jusqu'en 2031, ce terme artificialisation n'est pas appliqué. Par contre, à partir de 2031, on ne parlera plus de consommation, mais d'artificialisation. Et là, avec l'objectif qu'à l'horizon 2050, l'objectif d'artificialisation nette soit égal à zéro. C'est qu'il n'y ait plus d'espace bétonné, goudronné ou autre, si en contrepartie, il n'a pas d'eau, l'équivalent qui est rendu à la nature. Objectif très ambitieux. Donc, il y a une différence entre la consommation et l'artificialisation avec le point de bascule en 2031. Si l'artificialisation, vous voyez tout après tout ce que c'est physiquement, la consommation d'espace, pour faire très simple, c'est quand vous avez un projet sur une parcelle de 3000 m², peu importe l'emprise physique du bâtiment, ce sont les 3000 m² qui sont décomptés. Pour faire simple, la différence avec l'artificialisation nette, qui elle est vraiment l'emprise imperméabilisée, on va dire ça comme ça. Donc derrière cet objectif, pareil, ce qui a évolué par rapport à l'intervention du mois de juillet dernier, c'est les calendriers. Parce qu'on entend beaucoup parler de cette loi, de son application. Et sur la diapo suivante, vous voyez que le calendrier, en fait, il est glissant jusqu'en 2031. Puisqu'en fait, c'est une application qui fait une cascade entre les différents documents d'urbanisme et les différentes échelles. Le premier qui doit se mettre en compatibilité avec cette loi, c'est le schéma régional d'aménagement et développement durable fait à l'échelle régionale, qui doit lui être validé avant la fin 2024. Et vous avez peut-être entendu voir que le président de notre région veut ne pas s'engager dans cette procédure, ce qui pose un petit problème. Si le SRADET est modifié, ça sera chaque SCOT qui devra lui-même être modifié en février 2027. Et en troisième effet domino, les PLU qui vont être modifiés en février 2028. Donc cette application de la réduction de la consommation, elle va se traduire normalement, in fine, pour les collectivités
de façon réglementaire et opposable, pas avant février 2028. Ouais, c'était des petits points de contexte et de mise à jour sur le cadre juridique réglementaire sur tout ce qui est aménagement, notamment en montagne. Merci merci beaucoup Richard pour cette partie réglementaire. Effectivement, c'est le réglementaire, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est quand même c'est quand même très très important. Donc merci pour ces explications. Du coup, donc on passe à cette partie de Zoom sur le cahier des charges. Pour ça, je vais laisser la place à Lucie qui hop, va pouvoir nous présenter non, tout ça. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette mise en contexte de la part d'abord de Colline et puis ensuite donc de Monsieur Cécillon. Du côté du flocon vert et dans le cahier des charges flocon vert, les thématiques d'aménagement et de ménagement, elles s'inscrivent dans la première famille du cahier des charges qui est celle de la gouvernance et de la résilience. On l'a inscrite dans cette famille qui parle en fait de stratégie et de gouvernance globale des territoires avec lesquels on travaille. Parce que dans le point de vue du flocon vert et par le prisme du flocon vert, l'aménagement et surtout le ménagement des territoires, c'est pas seulement une question d'occupation des sols, d'artificialisation des sols ou de construction de bâtiments touristiques. C'est beaucoup plus global et c'est un critère qui, à notre sens, doit être traité de manière transversale et justement à part entière de la stratégie, puisqu'elle recouvre des réalités et des enjeux qui sont économiques, qui sont sociaux, qui sont évidemment aussi qui ont trait aux ressources naturelles et à l'occupation des sols et à leur artificialisation. Donc pour la situation de ce critère, qui est donc le troisième critère de notre cahier des charges, et qui se situe dans la famille gouvernance et résilience, à côté de la stratégie, des mobilités, de la participation publique et de la résilience des territoires. Pour aller un peu plus dans le détail, vous le voyez, il y a trois indicateurs qui sont compris dans ce critère qui est celui de l'aménagement et du ménagement. Ces trois indicateurs, c'est la planification urbaine, les aménagements inclusifs et l'aménagement du domaine skiable. En parallèle de ces trois indicateurs, on étudie aussi et on vient évaluer les grands projets qui sont en cours sur le territoire. Alors, les grands projets, nous, on les définit comme les projets d'aménagement qui sont de suffisamment grande ampleur pour modifier de manière substantielle l'organisation territoriale des destinations avec lesquelles on travaille. Ces grands projets-là, on vient voir par quelles décisions ils sont modifiés, mais aussi comment est-ce qu'ils sont bonifiés par les enquêtes publiques qui sont réalisées et qui sont inhérentes à la réalisation de projets d'une telle ampleur. Et puis, comment est-ce qu'ils prennent en compte en fait des mesures correctives si jamais la décision du territoire est celle de mettre en place ce grand projet. Pour ce qui est des trois indicateurs de base et qui sont donc affichés là sur vos écrans, sur la planification urbaine, en fait, ce qu'on vient voir plus précisément, c'est quelle est la stratégie d'aménagement du territoire. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est la réhabilitation et la densification de l'habitat et de l'urbanisme. Par exemple, on préférera et on accordera plus de points à un territoire qui met l'accent sur la rénovation de l'habitat plutôt que sur la déconstruction, sur la démolition-reconstruction. Et puis, sur la politique de densification des dents creuses également, on accorde plus de points au territoire qu'on accompagne. On évalue la capacité de mise en place des actions, mais aussi la capacité à évaluer ces actions, leur impact positif et négatif, et à mettre en place des mesures correctives. Sur la planification urbaine, il y a un dernier point qui est fondamental, c'est celui de l'accompagnement des propriétaires privés. Là-dessus, la collectivité a le rôle en fait de se faire relais des aides et des soutiens qui sont possibles de solliciter pour ces propriétaires privés, qu'ils soient propriétaires de résidences de tourisme ou qu'ils soient propriétaires individuels de leurs biens immobiliers. Il y a un autre facteur qui est très important et c'est le deuxième indicateur de ce critère, c'est l'aménagement inclusif et l'inclusivité des aménagements. Là-dessus, on vient d'une part et surtout en grande majorité voir en fait ce qui est possible de faire pour la collectivité, soit en fait la mise en accessibilité des bâtiments publics par le biais d'un diagnostic et ensuite par le biais d'un plan d'action qui va venir prévoir sur plusieurs années la mise en accessibilité de ces bâtiments. Notre approche est toujours celle du confort d'usage. C'est-à-dire que la mise en accessibilité, elle va rendre service à la fois aux personnes qui sont en situation de handicap et qui en ont un besoin fondamental en fait de cette mise en accessibilité,
mais aussi aux personnes qui sont momentanément en difficulté parce qu'elles se sont cassées la jambe et tout simplement une famille qui a des poussettes et qui a beaucoup de bagages. En fait, on part du principe que un aménagement qui va favoriser et qui va faciliter le déplacement va rendre service à la plus grande majorité de la population. Et donc, c'est toujours un investissement qui sera toujours rentable et intelligent de faire. Sur l'inclusivité des aménagements, on vient aussi voir comment on communique sur ces lieux qui sont accessibles à tous et comment la destination met en place des moyens pour faciliter la venue et la vie aussi à l'année sur le territoire pour les personnes qui ont des besoins spécifiques. Et enfin, il y a un dernier indicateur sur ce critère qui est celui de l'aménagement et du ménagement du territoire, qui est celui de l'aménagement durable du domaine skiable. Alors, sur cet indicateur, on porte un regard assez attentif sur les installations obsolètes qui doivent être démantelées. C'est un attendu de base de notre cahier des charges. Et ça doit permettre, entre autres, de préserver au mieux la biodiversité sur le domaine skiable. C'est important donc d'avoir identifié, par exemple, les périodes de nidification et de reproduction de la faune pour agir en conséquence, mais aussi de faire les études d'impact qui sont nécessaires pour tous les projets d'aménagement et de veiller à préserver tant la faune, la flore que le paysage du territoire. Et donc là, on accorde des points et on valorise énormément les observatoires paysagers qui sont mis en place par les domaines skiables. Il y a un dernier point qui est celui de la préservation des sols. Et donc là, on a déjà fait un webinaire sur les sols, mais sur ce sujet spécifique de l'aménagement, on vient voir comment le domaine skiable est en contact avec les agriculteurs, notamment, pour à la fois aménager les pistes en concertation avec ces agriculteurs qui partagent souvent le territoire en été avec le domaine skiable. Et puis ensuite, quelle bonne pratique il y a pour réengazonner les sols, de préférence évidemment avec des semences locales et qui sont favorables au maintien de l'agriculture sur le territoire. Voilà un peu pour le point contextualisation au sein du cahier des charges FloConvert. Et puis maintenant, on va laisser la parole à nos experts pour vous apporter des témoignages de terrain. Merci beaucoup. Effectivement, maintenant que vous savez tout sur le critère en détail d'aménagement et ménagement, je redonne la parole à Richard Cessillon, du coup de l'Agence alpine des territoires Agathe, pour nous apporter son regard d'accompagnement vraiment sur les PLU ou autres outils à disposition dans l'aménagement de vos territoires. Ok. Donc, par rapport à la thématique du jour, il y avait un premier appel aussi qu'on voulait peut-être faire quand on parle d'aménagement du territoire en montagne. Il y avait un terme qui était beaucoup utilisé et qui rejoint ce qui avait été dit juste avant sur les grands projets d'aménagement qui ont des impacts conséquents. Ce sont les unités touristiques nouvelles, les UTN, qui ont focalisé pas mal d'attention historiquement. Les UTN existent toujours dans le code de l'urbanisme. C'est toute opération de développement touristique qui contribue aux performances socio-économiques des espaces montagnards. Simplement pour rappel qu'il y a deux types d'UTN, les UTN structurantes qui sont les plus importantes en taille, en dimensionnement. Vous verrez après les seuils sur le tableau que je vous présenterai après. Et les UTN locales. On entend moins parler des UTN parce que depuis une réforme, j'ai oublié la date, mais je crois que c'est 2016 ou 2017, elles sont intégrées dans ce qu'on a vu tout à l'heure et dans les documents d'urbanisme, dans les SCOT pour les UTN structurantes et dans les PLU pour les UTN locales. Donc ça a changé, c'était l'effet, ça a pour effet de changer la logique d'autorisation de ces projets qualifiés d'importants, puisque au lieu d'être autorisées projet par projet par une commission ad hoc au niveau du massif, elles se retrouvaient autorisées au moment de l'approbation soit du SCOT, soit du PLU. Ça a eu aussi comme effet de faire en sorte que tous ces projets étaient compilés, on va dire ça comme ça, au moment de l'élaboration de ces documents. Par exemple, pour le SCOT de Tarentaise, que nos deux autres experts de Tignes et pour Saint-Maur et Césac pourront illustrer, le SCOT de Tarentaise approuvé de mémoire en 2017 contient en son sein une bonne une vingtaine d'UTN qui sont censés se mettre en œuvre sur la durée du SCOT d'à peu près 20 ans. Et c'est la même chose pour les UTN locales dans les PLU. Quand on approuve un PLU, généralement, il y a un certain nombre d'UTN qui sont intégrés.
ces UTN ont un intérêt, conservent un intérêt dans le sens où maintenant elles sont soumises à évaluation environnementale. Et dès qu'on parle d'évaluation environnementale, on parle de concertation avec le public et au-delà des personnes publiques associées, des services de l'État et autres. Donc, ce sont des projets en fait qui sont encore une fois importants, mais qui permettent aussi d'être mis sur la table et en tout cas de faire l'objet de débats avec un large public. Donc, ça existe toujours les UTN et on entend en parler, mais elles se mettent toujours en œuvre et ça reste un cadre réglementaire très important. Puisque même si c'est dans le cas des SCOT ou des PLU, elles sont autorisées quand même avec l'aval des services de l'État. Donc, juste pour décliner, vous avez quelques, je ne vais pas tout détailler, mais pour rappeler que les UTN traitent beaucoup de tout ce qui est domaine skiable, mais également tout ce qui est d'hébergement, équipement touristique avec des surfaces seuil, mais c'est aussi d'autres types d'aménagements, golf, camping, refuges sont soumis à UTN en fonction de leur dimension. Et donc, quand un projet relève d'une UTN, qu'il est donc intégré dans un document d'urbanisme, à présent, il doit faire l'objet d'une évaluation mentale assez poussée, où on retrouve un petit peu tous les critères qui ont été mentionnés précédemment, les effets sur la consommation d'eau potable, les effets sur l'imperméabilisation des sols, sur la biodiversité. Donc, ce sont des projets qui sont regardés par le spectre environnemental de façon très, très importante. Je ne vais pas vous détailler tout le schéma. Donc, ça, c'est un premier point sur les UTN. Et un second point, comme j'ai évoqué tout à l'heure, apporter l'outil qu'un PLU, que l'élevé qu'un PLU permet d'actionner. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les PLU, mais dans leur vocation, les PLU ont une ambition assez forte et assez large de traiter un grand nombre d'objectifs. Donc, qu'on nomme de développement durable dans le Code de l'urbanisme. Ils traitent bien sûr de la notion d'équilibre entre les différentes populations, de renouvellement urbain, des choses très, très basiques, mais ils traitent aussi de tout ce qui est, notamment depuis quelque temps, les mobilités. Les PLU sont censés apporter des réponses, ou en tout cas traiter la thématique des mobilités. On verra que les réponses sont un peu plus délicates, mais ça fait partie de leur ambition. D'autres points sur la diapo suivante, c'est aussi tout ce qui est qualité urbaine architecturale, bien sûr, les fonctions de diversité urbaine. On retrouve l'équilibre qui était mentionné aussi avec le maintien de tout ce qui est activité économique, touristique, sportive, culturelle, etc. Donc, vous voyez déjà avec ces premiers points des ambivalences ou des paradoxes des fois pas faciles à traiter, mais sur lesquels le PLU est censé, même obligé de se poser et d'apporter éventuellement des réponses. À ces objectifs-là s'ajoutent d'autres objectifs, sur la diapo suivante aussi. La sécurité et la sécurité publique, bien sûr. Tout ce qui est risque naturel, et ce n'est pas donnable dans nos territoires, avec la pente et notre météo capricieuse. Bien sûr, tout ce qui est protection et milieu naturel a été rajouté suite aux différentes lois la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, les PLU doivent avoir des objectifs affichés là-dessus, avec la perspective ZAN que j'ai évoquée tout à l'heure. Et les PLU doivent aussi lutter contre le changement climatique, donc en limitant les gaz à effet de serre, limitant l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie, etc. Et aussi, comme faire le lien avec le cahier des charges Convert, la promotion d'une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez un grand nombre d'objectifs alloués au PLU en théorie. Sachant que dans la pratique, au-delà de ces grands objectifs, malheureusement, le PLU offre pas beaucoup de possibilités. Encore une fois, les experts de Tignes et de Bourg-Saint-Maurice pourront apporter leur expérience, mais dans la pratique, les collectivités sont peut-être un peu malheureuses parce que derrière ces grands objectifs, elles n'ont pas forcément toujours les moyens de le mettre en œuvre. Il existe quand même quelques outils. Le principal, on va dire, dans les PLU, c'est ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, une partie du PLU, dans lequel, à travers, donc, qui peuvent être thématiques ou sectorielles, à travers lesquelles on peut aller sur des ambitions, on va dire, qualitatives pour encadrer l'aménagement, l'habitat et les transports. Et maintenant, on peut aussi mettre des OAP qui ont opposables pour maintenir des continuités écologiques. Donc, on a cette partie du PLU qui permet d'encadrer les choses
avec des limites, puisque quand on instruit des autorisations d'urbanisme par rapport à ce OAP, nous sommes un rapport de compatibilité. Donc ça laisse une certaine interprétation et un flou qui peut être plus ou moins, on va dire, positif. Et en dehors donc, de ces OAP, il y a d'autres outils qui sont mobilisables dans les PLU, notamment en termes de sobriété énergétique. Les collectivités peuvent donner, on va dire ça comme ça, des bonus en fait à ceux qui font des efforts en termes de production d'énergie renouvelable, une limitation des consommations, d'utilisation d'énergie autre que fossile, en bonifiant entre guillemets les droits à construire ou en permettant des installations de façon un petit peu dérogatoire. On peut intervenir aussi, comme on parlait tout à l'heure des sols, en matière environnementale, sur une part minimale de surface non imperméabilisée. Vous avez peut-être entendu parler du coefficient de biotope, donc les coefficients d'emprise au sol, coefficient de biotope, et qui font que on peut limiter l'imperméabilisation des sols en fonction des zones dans notre PLU. Il y a quelques outils comme ça donc, qui existent, qui sont mobilisés. Je crois que peut-être que M. De Tignes pourra dire aussi qu'on peut par exemple autoriser la surélévation de bâtiments existants pour permettre de créer quelques mètres carrés supplémentaires, mais au service on va dire, de la requalification de l'ensemble du bâtiment. Mais on reste un petit peu sur notre fin en termes de moyens législatifs, réglementaires pour imposer. On a plus des éléments d'incitation que d'imposer des choix politiques. Sachant que ça évolue sans arrêt, et la dernière phrase, il y a un projet de loi logement qui pourrait peut-être bientôt permettre aux collectivités d'interdire des résidences secondaires dans certains secteurs. C'est un peu une duplication de ce qui a été fait en Suisse. On n'a pas du tout la même législation que les Suisses, mais il y a un projet de loi qui permettrait donc de flécher les résidents permanents dans certains secteurs des communes, sous certaines conditions bien sûr, ce qui serait une première, parce que jusqu'à présent, ça n'était pas du tout juridiquement possible. Donc en synthèse, vous voyez qu'un PLU est un outil d'aménagement ou de ménagement, pour reprendre le terme, qui a dans en théorie tout ce qu'il faut pour. Dans la pratique, il manque encore quelques outils, quelques moyens réglementaires pour vraiment donner aux collectivités l'ensemble de la palette d'outils qui pourrait faire que elles puissent être plus fortes dans le côté imposé aux aménageurs et aux opérateurs. Rapidement, voilà ce qu'on voulait peut-être vous porter à connaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard, du coup, pour cette première approche d'analyse donc de ce que le PLU peut faire et ses limites. Du coup, pour prendre, je suis revenue en arrière, pour prendre votre suite directement, je vais donner la parole à Hubert Didier Laurent, qui est donc adjoint à la mairie de Tignes, chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, pour nous parler du cas de son territoire. Est-ce que je ne vous vois pas pour le moment? Ah, votre micro est coupé. Voilà, vous m'entendez bien? Voilà. Oui, Donc, je vous entends bien. voilà, vous m'entendez bien, mais j'ai une voix qui est partie la nuit dernière, donc vous m'excuserez, ça vient d'outre-tombe, hein. Mais voilà, alors bonjour à tous, et je dirais quand j'entendais tous les intervenants avant, je me disais qu'on pourrait parler sur tous les sujets et très longtemps, puisque je dirais Tignes s'est engagé depuis 3 ans, effectivement, dans un travail de transition du territoire. On a pris ce terme-là plus qu'effectivement développement durable qu'on trouvait un peu galvaudé. Et la notion de transition, ça veut bien dire qu'on est en mouvement. Donc je dirais là, on va se focaliser sur quelques points. Alors déjà, Tignes, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, nous, 2100 mètres, c'est la station principale qui s'est construite à partir de 1956 suite à la mise en eau du barrage en 52. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même 2100 habitants à l'année, entre des hameaux qui sont situés entre 1550 et 2100, et puis le point le plus haut chez nous, c'est Grande Motte, à 3450. Donc vous voyez qu'effectivement, quand on parle de mobilité aussi, on voit bien qu'on a une vraie problématique à gérer. Ce qui est important, c'est que c'est une station qui s'est beaucoup développée, qui a bénéficié du plan neige et tout, et jusque encore récemment,
les années 2000-2010, c'était un développement très important de lits touristiques avec des constructions nouvelles. Et aujourd'hui, on s'inscrit dans quelque chose qui va devoir évoluer, ça c'est clair. Alors, cette stratégie de transition du territoire, comme vous le voyez, elle repose sur 4 éléments importants et disposer d'une offre touristique multisaison et responsable, pérenniser le modèle de vie à l'année, puisqu'on est quand même 2100 habitants, préserver le patrimoine naturel de Tignes et réduire notre impact carbone. Donc, vous voyez que ces objectifs-là, ils sont également dans la droite ligne de tout ce qui a pu être présenté avant. Et on va faire un focus par rapport effectivement à cette stratégie. Donc, il faut savoir que tout cet élément-là a fait l'objet, c'est la diapo suivante, hein, d'un vote et d'une délibération au conseil municipal le 8 août 2023 et avec un gros travail qui avait été fait. Alors, je suis accompagné à côté, vous ne la voyez pas, de Laura Isabé, qui au sein de la mairie porte ce dossier-là toute la journée, hein, et c'est elle qui m'a aidé à travailler sur cette intervention-là et qui suit d'ailleurs régulièrement tous vos séminaires, hein. C'est bien sûr tout le conseil municipal qui est associé à ça, tous les acteurs institutionnels, les sociopros, les habitants, les partenaires. Quand on parle d'y associer tout le monde, à chaque occasion, on a des étapes de concertation. Ça, c'est important. Et au sein de la commune, bien sûr, Team Développement, c'est l'acteur qui anime la station, les remontées mécaniques, la régie des pistes, la régie électrique, puisqu'on a encore une régie électrique, et le service des eaux. Donc ça, c'est un acte fort le 8 août 2023 et on a entériné cette stratégie-là. Alors, en quoi elle consiste, cette stratégie-là? Si on regarde, je vous ai dit, les objectifs, si on les décline, il y a 20 objectifs et 92 actions. Aujourd'hui, bah, on va se restreindre un petit peu. On va parler de l'objectif numéro 11, la réduire l'artificialisation des sols et l'urbanisation. Et l'action numéro 47, vous voyez que c'est très précis, à compter des autorisations d'urbanisme délivrées au 1er juillet 2023 et d'ici à 2030, on se limite à 5 hectares la surface artificialisée et la création de 500 lits touristiques. Alors, ça représente peut-être pas grand-chose, 5 hectares. Alors, j'ai apprécié tout à l'heure l'intervention de M. Cessillon qui disait que aujourd'hui, on parle moins d'artificialisation et plus effectivement de limiter la consommation d'espaces naturels et tout. Nous, on se place déjà en termes d'artificialisation des sols. Alors, c'est un peu un pari qu'on a fixé, mais effectivement, on a voulu mettre des objectifs forts et montrer qu'on s'inscrivait bien dans une véritable transition. Donc, on est en train de faire un point complet avec le service urbanisme pour voir effectivement comment on a consommé tous ces hectares. Alors, un petit retour arrière avant de parler de ce qu'on a fait en 2023. 2019, un PLU très ambitieux qui a été adopté. Et vous voyez les quelques éléments. On parle de rénovation énergétique et thermique obligatoire en cas de demande d'extension des bâtiments avec possibilité de surélévation. J'en reparlerai tout à l'heure. Le recours aux énergies renouvelables pour les nouvelles constructions. On a une exigence de 80% d'énergie renouvelable sur la station, un peu moins dans les hameaux et les villages, on est plus souple, hein, mais 80% d'énergie renouvelable quand même, hein. Donc c'est quand même un effort important. Donc forcément, une partie en solaire. La partie n'est pas fixée, mais il y a ça. On a fait une OAP renouvellement architectural et énergétique qui définit parfaitement ces éléments-là. Et puis, ça peut paraître aussi très ambitieux là, mais on en parle beaucoup en ce moment, nous, à Tignes, prévoir la possibilité de raccordement à un éventuel réseau de chaleur. Et on va lancer un appel d'offres bientôt sur des chaufferies centrales au niveau des quartiers, du lac, du Lavacher et de Val-Claret, puisqu'effectivement, aujourd'hui, ça devient un élément important pour réduire notre empreinte carbone. Donc tout ça est déjà inscrit dans le PLU de 2019. Les autres axes, et un petit peu ce que vous disiez avant, l'OAP hébergement hôtelier et touristique pour combattre les volets clos et les résidences secondaires. Aujourd'hui, alors moi je suis arrivé dans l'équipe, hein, c'est mon premier mandat en 2020, mais je peux vous dire qu'effectivement nous refusons systématiquement tout ce qui est résidence secondaire. Voilà. Donc nous on parle de lits chauds, et donc, on a mis une contrainte forte sur le fait de développer de l'hôtellerie en premier, et on insiste là-dessus. Alors, quand on regarde effectivement ça, je dirais les nouvelles constructions, on peut regarder derrière,
mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus, je l'ai déjà parlé. Vous voyez un peu quelques éléments qui parlent effectivement de plus en détail de tout ce qui est rénovation énergétique et autres, hein. Il faut des études, il faut tout ça, donc c'est vraiment très détaillé et tous les architectes se doivent effectivement de respecter ça. Et puis, ben, on insiste à chaque comité d'urbanisme quand on a des présentations de projets. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, vous voyez là aussi. Alors, la rénovation des bâtiments existants, là, on parlait d'RT 2012, maintenant on passe à la RT 2020, bien sûr, hein, qui se met en place progressivement. Et l'obligation, quand on est en construction neuve, c'est d'avoir une classe B. Et quand on rénove, je dirais, sans avoir la démolition complète, il faut progresser d'au moins une classe, hein. Donc ça, c'est effectivement des éléments auxquels on tient. Alors, par rapport à tout ce qui est là, maintenant, je vais en venir plus à se dire quelles sont les failles un petit peu de cela. Quand on a un PLU en 2019 et que nous, on arrive en 2020, on commence à mettre en pratique, si je puis dire, ce nouveau PLU. Et il faut largement 2 ans, les acteurs économiques, les promoteurs, les architectes, voient et s'approprient ce PLU. Et pendant 2 ans, à travers toutes les présentations de projets et croyez, là, on a peut-être été un peu généreux, hein. Euh, Adapté, etc. Et quand on regarde un but par quoi, vous voyez que le Scott de la Tarentaise, 45 000 mètres carrés de surface touristique de plancher. Je rappelle juste que les surfaces touristiques de plancher, elles se consomment de manière différente. Si vous faites un hôtel, 1 mètre carré est compté pour 0,25 mètres carrés. À l'inverse, vous faites de la résidence secondaire, vous avez un malus de 40% et 1 mètre carré, c'est 1,4 mètres carrés. Le bilan avec tout ça, c'est que très vite, on s'est retrouvé, a été mis en place en 2017, à avoir consommé les 3 quarts de cette surface-là. Ce rythme-là, je dirais, on aura consommé nos 45 000 mètres carrés dans 3 ans ou 4 ans. Bon. Donc là, nous, on a pris conscience de ça et on considère qu'il faut respecter, et on se bat là-dessus, hein, de façon à ce qu'on ne laisse pas proliférer un peu toutes ces créations de mètres carrés. Alors, ces 45 000 mètres carrés, ce qu'il y a, c'est qu'au début, et on parlait des UTN, les UTN sont prises en compte là-dedans. Et c'est vrai que ça fait une grande part de consommation. 38 000 carrés, 38 000 mètres carrés au sens du Scott, hein, mais je dirais ça fait quand même mal dans les consommations et encore qui ne sont pas sortis d'ailleurs, bien que validés. On a essayé de négocier à la même si c'est des UTN structurantes. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on connaît une spéculation immobilière qui est énorme. Un coût au mètre carré, vous voyez, estimé l'année dernière à 8 950 euros du mètre carré. Vous imaginez bien que les habitants de Tignes sont loin de pouvoir s'offrir des mètres carrés à Tignes. Et on voit bien que ça pose des gros problèmes et qu'à un moment donné, cette spéculation, il faut la stopper. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, on s'est posé la question et on s'est dit à ce moment-là, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'effectivement, on puisse réviser tout ça. La slide suivante vous montre aussi d'un point de vue architectural, voilà, d'un point de vue architectural, nombreuses démolitions, reconstructions, entraînant des volumes beaucoup plus grands. Pourquoi? Et c'est là qu'effectivement on a mis le doigt là-dessus. On parlait tout à l'heure de surélévation. C'est une bonne chose quand on raisonne zéro artificialisation nette. On se dit il faut monter en hauteur. Oui, mais il y avait aussi donc une possibilité de monter, donc des hauteurs plus grandes tolérées. Il y avait aussi des suppressions de prospects
l'image en bas à droite que vous voyez, la construction des 2 gros hôtels qui sont là, et normalement le troisième au milieu est concerné aussi, il va disparaître, celui qui est là, et vous voyez que c'est à touche-touche, quoi. On en arrive à des choses où même, moi je suis aussi dans la commission de sécurité et l'ouverture des hôtels, quand on ouvre ces hôtels-là, les pompiers disent, ah attendez, vous êtes à moins de 8 mètres, alors bah, les fenêtres, vous les fermez, vous ne pouvez pas les ouvrir. On arrive à des trucs complètement aberrants, quoi. Donc on perd les vues, on massifie, les promoteurs ne se posent plus la question. On démolit, puisque de toute façon, le volume que l'on peut reconstruire derrière, il est beaucoup plus important. Donc, par rapport à la volonté de ceux qui ont bâti ce PLU en 2019, eh bien, je dirais, je pense qu'on s'est fait avoir et qu'il y a toujours des failles. Et finalement, c'est plus simple, ça coûte moins cher de démolir et de reconstruire derrière parce qu'on fait beaucoup plus grand, on a plus de mètres carrés et il vaut plus cher. Donc ça, c'est un point majeur qu'on a mis là-dessus, hein, et qui fait qu'on a intégré ça dans la révision de notre PLU. Voilà. Donc ça, c'est un point important de critique qu'on en a vu. Alors, le zéro artificialisation nette, si on y revient, c'est la slide suivante. Alors, je vous parlais d'un engagement de 5 hectares sur la période 2021-2031, 19 hectares consommés 2011-2021. Bon, on n'est pas le bon élève, hein. Au niveau du SCOT Tarentaise-Vanoise, on est les deuxièmes plus gros consommateurs d'artificialisation sur cette période-là. Alors, bon, si on se dit, bon, si on joue perso, on se dit, oh, 50%, ouais, j'aurai encore droit à mes 9 hectares et tout. Non, nous, ça ne nous intéresse pas. Et on s'est fixé d'emblée une limite, 5 hectares. Et on est en train de regarder aujourd'hui comment on a consommé ces 19 hectares, hein, mais il y a eu des gros ensuite, et on imagine bien déjà où trouver ces 19 hectares. Mais il y a un côté volontariste qu'on a mis d'emblée dans nos objectifs qui est là. Voilà. Alors, après, venons-en à l'évolution qu'on a passée dans dernière modification de PLU. Donc, les objectifs, maîtriser le développement touristique et assurer le maintien et la production de lits marchands. Voilà, on en revient à ça. La qualité architecturale et accompagner et faciliter la production de logements permanents et saisonniers. Ce dernier objectif, il est fondamental. Aujourd'hui, on a donc fait évoluer tout ce qui est zonage du PLU. Et tout à l'heure, on en parlait. On a commencé par, on a réduit les volumes de construction possibles. C'est-à-dire que d'emblée, le maire a dit, écoutez, on parle de modif de PLU, eh ben, écoutez, vous allez mettre 3 mètres de moins partout à Tignes. Voilà, 3 mètres de moins. C'est pas neutre, hein. Alors, il y a certains secteurs, j'avoue que ils étaient déjà bien engagés, notamment le Val-Claret avec le Club Med. Donc là, on n'a pas changé. Mais partout ailleurs, on a fait 3 mètres, voire 4 mètres. C'est un signe fort, de façon à montrer que aujourd'hui, même si la surélévation est une solution, nous, on a un autre problème. À travers une surélévation, on nous propose effectivement des lits touristiques, et des lits touristiques, on en veut quasiment plus. Et quand on vient vous voir et qu'on vous dit les lits touristiques, on veut les commercialiser à 15 000 euros du mètre carré parce qu'on voudrait faire de la résidence secondaire, vous comprenez bien qu'effectivement, et à un moment donné, on était uniquement dans la négociation. Aujourd'hui, on veut que ce soit nos outils réglementaires qui nous aident à juguler et aller vers le sens de la modération. Donc ça, c'est important. Et vous voyez que la notion de surélévation, oui, surélévation, mais pas pour n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a introduit aussi dans certaines zones de la mixité sociale, de façon à ce qu'effectivement, si vous voulez agrandir, ok, mais vous faites du logement en location ou en accession, du logement social ou du logement permanent. Et ça, c'est important d'avoir ciblé effectivement certains secteurs pour, entre guillemets, freiner effectivement les appétits. Alors, ça plairait peut-être pas aux Tignards s'ils m'écoutaient là, mais les premiers qui ont fait la spéculation à Tignes, c'est quand même les Tignards, hein, je vous rassure. Ce sont eux qui, depuis pas mal d'années, dans une transmission patrimoniale, parce qu'on arrive à des changements de génération, on fait des très belles opérations.
Tant mieux, il y en a qui n'en profiteront plus de la même manière, ça c'est clair. Ben, il faut savoir aussi affirmer un petit peu cette transition du territoire, y compris vis-à-vis des tignards. Alors après, il y en a d'autres qui apprécient quand on met en avant le logement permanent, le logement saisonnier et tout, et c'est un juste équilibre entre tout ça. Voilà. Donc, privilégier les destinations hôtels et les servitudes, c'est ce que je viens de vous dire. Augmenter la part et qualité des logements du personnel. Là, dans chaque nouveau projet, on a augmenté le pourcentage de lits de personnel à créer. On était sur un standard qui était le standard du SCOT, 10% de lits de personnel par rapport aux lits touristiques. Eh bien, je dirais, on est passé à 15% pour les 4 étoiles et 20% pour les 5 étoiles et 10%, donc on reste pour les 3 étoiles et moi, mais aujourd'hui à Tignes, il se crée plus de 4 et de 5 étoiles que de 3 étoiles. Et sur l'aspect qualitatif, on est passé sur effectivement des logements où il y a un maximum 2 chambres de 2 personnes pour du personnel. Ça, c'est un changement radical, hein, parce que moi, dans certains projets qu'on nous a présentés encore l'année dernière, on osait nous proposer des dortoirs. Alors que dans le même temps, tous les sociopros nous disent, mais c'est de plus en plus difficile de loger nos saisonniers. Les exigences qu'ils ont sont de plus en plus importantes. Donc, on accompagne ce mouvement-là. Voilà. Préserver les espaces de respiration et les bâtiments ou secteurs à caractère patrimonial. Ben, je vous disais, hein, les espaces de respiration, quand je vous montrais la vue tout à l'heure, c'est retrouver des vues, c'est également, on a fait travailler un cabinet sur toute l'analyse 3D de Tignes au vu du PLU pour regarder un peu tout ce que ça peut donner comme évolution avec les surélévations qu'on a gardées, mais on veut effectivement avoir tout de suite une vision importante de ce que peut être Tignes si un certain nombre de projets se réalisent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire et qu'on a passé. Alors, un petit mot encore, quand on parle de concertation, d'y associer tout le monde, il faut savoir que bien sûr, on a eu une enquête publique pour notre PLU et de manière très objective, on a regardé et on a pris en compte les remarques d'un certain nombre de personnes qui se sont exprimées. On a eu à peu près 80 participations. Hein. Bien sûr, il fallait que ces remarques-là aillent dans le sens de nos objectifs. Hein. Le but, ce n'était pas de changer le contenu de ce qu'on voulait faire, mais on a été bienveillant par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'on a été accompagné tout le long de la démarche par l'APTV, on a été accompagné par la DDT pour à chaque fois bien cadrer tout ce que l'on mettait dans cette modification de PLU. Et ça, c'est un travail important avec cette enquête publique. Et sachez qu'effectivement, en parallèle de ça également, mais qui n'a rien à voir avec le PLU, on a lancé une concertation que certains ont peut-être vue, c'est Imaginons Tignes 2050. Donc, vous voyez, on n'est même plus à 2030, parce qu'en parallèle de ça, on s'inscrit, on va avoir le renouvellement de la délégation de services publics des remontées mécaniques, et on s'est dit, à aujourd'hui, transition du territoire, c'est aussi se projeter, mais pas se projeter à 10 ans, mais de se dire, tiens, regardons ce que peut être Tignes à l'horizon 2050. Et là, on a lancé plein de groupes et tout. Et ce soir même, on a la conclusion d'un groupe citoyen qui va, lors d'une réunion publique, présenter ses conclusions. Les élus l'ont déjà vu. Ils ont maintenant animé, ils vont animer une réunion publique. Donc, vous voyez que la concertation chez nous, c'est un engagement fort de notre maire. Et dès qu'on peut le pratiquer sur des sujets comme ça, on le fait. Et ça a de grandes vertus, hein, pour tout vous dire. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long. Et puis, ben, écoutez, je serai à disposition pour les questions quand il y en aura. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention et pour voilà, toute cette explication bien concrète de ce que vous avez mis en place, des failles que vous avez pu trouver aussi entre suite au PLU 2019. Et effectivement, si certains ont des questions, notez-les bien de côté et on aura un temps de questions-réponses juste après. Juste après, parce que là, du coup, on passe sur l'expérience d'un autre territoire, qui est donc Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, avec Sylvain Coche-Mathian, qui est directeur général des services techniques. Est-ce que... Eh bien, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok, très parfaitement. bien. Bonjour, je vais vous présenter en effet un peu l'expérience qu'on a sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. On est presque voisin de l'intervention précédente et de la commune de Tignes.
Alors, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, on est sur un PLU qui est plus ancien, puisqu'il date de 2014. Et lorsque les nouveaux élus sont arrivés en 2020, ils ont souhaité revoir intégralement le PLU et lancer une procédure de révision générale du PLU. Mais avant de rentrer directement dans la question du PLU et de la révision générale, ils se sont dit, un peu je pense à l'image de ce qui a été présenté tout à l'heure par Tine, de travailler sur un projet de territoire et de dire, OK, travaillons sur la définition d'une vision de transition du territoire à 20 ans, avec les citoyens, avec les sociopros, via de la concertation pour... alors, pardon, ouais, je suis parti, vu que j'avais pas une présentation en même temps. Donc, juste peut-être revenir 2 mots là pour présenter quand même la commune. Donc, c'est une commune située dans la Tarentaise, donc je disais comme Tignes. On a 7300 habitants à l'année, 40 000 lits touristiques. On a la particularité, nous, d'être vraiment divisé entre 4 stations en altitude. Un bourg dans le fond de vallée, qui est relié aux stations grâce à un funiculaire, et un territoire très très vaste, avec une petite quarantaine de villages et de hameaux dispersés à la fois sur les versants sud, qu'on appelle les versants du soleil, et les versants nord. Donc peut-être. Donc je reviens sur le projet de territoire. Donc je disais, il y a un très beau travail qui a été fait en amont avec les élus et la population locale, que ce soit les citoyens ou les socioprofessionnels, pour définir une vision prospective à 20 ans du territoire et mener collectivement une réflexion multi-thématique, notamment pour porter la réflexion sur les gros éléments de changement, notamment la question du changement climatique, du changement de comment vivre sur un territoire à l'année, que ce ne soit pas uniquement un territoire d'attraction touristique, mais aussi un territoire sur lequel il fait bon vivre à l'année et sur lequel on a la capacité de vivre, parce qu'on a d'énormes difficultés pour loger les habitants sur Tignes, sur Bourg-Saint-Maurice. Et enfin, comment on arrive à travailler sur la mobilité durable du territoire pour améliorer les connectivités, autant au sein du territoire, donc ça veut dire entre le bourg et les villages et entre le bourg et la station, mais aussi avec le reste de la région et puis de la France, puisqu'on a la chance d'avoir une gare TGV qui arrive sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Donc, ce projet de territoire, ça a été un travail d'1 an de concertation qui a permis de définir 4 axes majeurs. Donc, le premier axe, c'est vraiment sur la transition environnementale pour réaliser un virage responsable et développer un nouveau modèle de développement qui soit plus résilient. Le deuxième axe, c'est vraiment comment on arrive à incarner et vivre à l'année sur ce territoire-là, notamment en travaillant sur la question de l'habitat, mais aussi sur la question de l'accès à la culture, sur la question de l'éducation, etc. Le troisième axe, c'est comment on revisite le modèle économique de la commune pour à la fois évoluer sur l'outil touristique que sont les stations pour aller sur un développement plus 4 saisons de l'offre touristique, mais également aussi pour diversifier le socle économique de la commune en développant d'autres activités qui sont des activités non touristiques. Et enfin, le quatrième axe, qui est vraiment la question de la mobilité, et à la fois pour améliorer le niveau de service, mais également pour réduire l'empreinte carbone de la commune. Donc ce projet de territoire, après, va s'incarner dans plusieurs documents qui vont pouvoir le mettre en œuvre, parce qu'on a, là, je vous ai présenté uniquement les 4 axes, mais derrière chaque axe, on a des orientations et des actions, donc on a environ 80 actions en tout. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre ces actions, il y a certains outils réglementaires qui existent, et notamment le PLU, qui va être le principal outil réglementaire pour mettre en œuvre ce projet de territoire, mais également tout un tas de plans d'action thématiques. Donc, on a déjà travaillé sur un schéma directeur qu'on a appelé Voirie pour tous, pour repenser à la fois les mobilités et l'aménagement des espaces publics au sein de la commune, pour améliorer notamment le partage de la voirie entre les voitures et redonner plus de la place aux piétons, aux vélos et aux espaces verts. On fait partie du dispositif Petite Ville de demain. On est en train actuellement de travailler sur un plan d'action habitat. C'est vraiment l'un des axes principaux pour arriver à créer de l'habitat à l'année et limiter le développement des résidences secondaires, un peu comme a pu le témoigner Tignes
précédemment. On travaille en parallèle sur des stratégies de développement économique et sur des stratégies de transition écologique. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de peut-être pendant la présentation de plus zoomer sur la partie PLU. Donc dans la traduction sur le PLU, forcément, on faut parler du ZAN. Donc on a commencé, même si, comme ça a été présenté tout à l'heure par l'intervenant de Agathe, actuellement la commune n'est pas directement soumise au ZAN parce qu'il doit être déjà traduit au sein du SCOT et seulement après il sera imposable aux communes. Mais dans le cadre de la révision générale du PLU, on a souhaité dès à présent prendre en compte les enjeux du ZAN, et en tout cas voir dans quelle mesure on était capable de les prendre en compte. Donc là, je vous ai mis deux tableaux. Le premier en haut à droite, on arrive sur un total de 25 hectares. Donc ça, c'est la consommation qui a eu lieu sur les 10 dernières années. À mettre par exemple au regard des 19 hectares qui a été présentés par Tignes tout à l'heure. Donc là, c'est la consommation à la fois sur le bourg et sur les stations. Donc si on traduit les 50% directement sur le territoire, sachant que l'objectif du SCOT, c'est de faire une répartition qui ne sera pas forcément égale sur tous les territoires, et certains territoires ont peut-être plus de droits à construire que d'autres, donc ça reste toujours un élément théorique. Mais en tout cas, si on applique directement les 50%, ça nous donne une capacité constructive de 12,5 hectares. Si maintenant on fait le travail du potentiel constructible au sein du PLU actuel, ça veut dire le PLU de 2014, on a une capacité de construction de quasiment 40 hectares. Donc on voit bien le gap entre ce qu'autorise le PLU actuel et ce que devrait imposer la loi ZAN. Donc là-dessus, on souhaite travailler justement pour améliorer ça. Le premier point important, c'est un moratoire qui a été réalisé. Alors, je vais revenir sur Bourg. Donc sur Bourg, les principaux enjeux, c'est la réduction des zones à urbaniser. Donc notamment, on travaille sur la suppression d'un certain nombre de zones qui étaient désignées comme à urbaniser, qui seront supprimées, qui vont être retransformées en zones agricoles, en dehors de la partie centre et notamment d'un quartier alpin. Donc c'est un quartier sur lequel on travaille actuellement pour créer une offre de logement pour les habitants. On va travailler aussi sur des OAP densification afin de s'assurer que toutes les futures constructions, elles seront denses et d'éviter les quartiers pavillonnaires avec la maison individuelle sur des terrains de 2000 mètres carrés. On sait que c'est plus possible. Donc là, on identifie tout un tas de zones sur lesquelles on va imposer des densités minimum. Pour prendre en plus en compte les enjeux de la biodiversité, on souhaite introduire des coefficients de biotope pour obliger toute nouvelle construction à respecter un minimum de pleine terre et de biodiversité sur leur parcelle. Et enfin, alors j'ai marqué sur la présentation de maintien, mais en fait c'est plutôt recréation de deux zones agricoles. Donc actuellement, on a une commune sur laquelle on a encore de l'activité agricole. Ces champs étaient classés en urbanisables dans le PLU actuel. Donc là, l'objectif du futur PLU, c'est de les repasser en zone agricole pour empêcher la possibilité de construction sur ces zones-là qui sont situées en centre-bourg. Donc voilà pour les leviers d'action sur le bourg. Sur les arcs, les élus, lorsqu'ils sont arrivés en 2020, ont souhaité mettre en place un moratoire sur la construction de nouveaux lits touristiques en interdisant sur l'ensemble de la station la création de nouvelles offres touristiques en dehors des coûts qui étaient déjà partis. Dans le cadre du PLU, du coup, on va traduire ce moratoire en réduisant l'enveloppe constructible uniquement aux parcelles déjà urbanisées. Donc là-dessus, si vous vous souvenez un peu du tableau tout à l'heure, on va gagner quasiment 16 hectares qui sont aujourd'hui urbanisables et qui ne seront plus dans le futur PLU. Par contre, on va quand même permettre le renforcement de l'offre hôtelière parce qu'on a un peu une stratégie qui s'apparente à celle de Tignes là-dessus, de dire l'objectif principal, c'est d'arrêter la création de logements de résidences secondaires ou de logements en location sur les stations et de renforcer l'offre hôtelière. Donc, on va spastiller les hôtels pour leur permettre de se densifier et ça sera les seules extensions qui seront autorisées sur la station. Et du coup, l'objectif, c'est pour aussi aller sur la stratégie de développement plutôt sur une offre 4 saisons. C'est que toutes les nouvelles offres touristiques qui seront créées en dehors des offres hôtelières existantes se feront sur le bourg et en vallée et non plus en station.
Et enfin, on a travaillé également sur une OAP patrimoniale pour s'assurer qu'on favorise la rénovation du patrimoine existant en station, mais qui respecte quand même le patrimoine actuel, puisqu'on est classé patrimoine du XXe siècle. Enfin, dans les villages, on peut peut-être passer directement au slide suivant. L'objectif, c'est aussi de limiter les emprises. Et là, j'ai un petit slide pour présenter un exemple de comment ça va se traduire concrètement dans le PLU. Donc, vous pouvez voir sur ce slide-là, en pointillé violet, c'était, on va dire, la zone. Donc là, c'est une vision théorique, mais c'est la zone urbanisée actuelle, PLU 2014. L'objectif dans le PLU 2023 ou 24, ça va être de limiter l'étalement urbain et du coup de restreindre la zone qui était urbanisable uniquement à la zone existante, donc en rouge. Travailler sur tous les fronts de village pour préserver les silhouettes et les points de vue remarquables qu'on a, donc en créant uniquement des zones agricoles en front de village. Réfléchir sur la création de solutions de stationnement périphérique, parce que c'est des villages qui sont très denses, avec d'anciennes fermes qui peuvent être rénovées. Donc, chaque ferme, on peut prévoir plusieurs logements, mais il y a des grosses difficultés de création de stationnement pour pouvoir rénover. Donc, l'objectif, ça serait de dire que la commune investit sur des solutions de stationnement périphérique pour permettre la rénovation des maisons et des granges en cœur de village et ainsi limiter l'étalement urbain. Et enfin, le dernier axe stratégique, c'est quand même de permettre la création de zones maraîchères en périphérie des villages. Et pour ça, autoriser quand même la création de cabanes, d'abris de jardin, de ruchers ou de serres sur ces zones-là. Donc, on va créer un peu un zonage particulier pour ces zones-là, qui seront plus des zones urbanisables comme c'est le cas actuellement, mais qui seront uniquement dédiées à l'activité maraîchère vivrière. Deuxième axe important que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la question de l'habitat. Donc, en plus du PLU, on travaille actuellement sur la rédaction d'un plan d'action habitat, donc qui est un peu l'équivalent d'un PLH, mais sachant que le PLH est forcément porté au niveau de l'intercommunalité. Nous, on a souhaité avancer sur ces thématiques-là sans attendre une organisation au niveau intercommunal, d'où la création de ce plan d'action à l'échelle communale avec plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'est d'étudier le parcours résidentiel des habitants de Bourg-Saint-Maurice et leur permettre de les accompagner dans ce parcours résidentiel, que ce soit pour de l'offre en locatif ou en accession, et de prendre aussi en compte quel est le niveau de revenus de la population locale pour pouvoir échelonner les différentes offres qu'on va mettre sur le marché. Donc, entre du logement social, que ce soit locatif ou en accession, avec du logement intermédiaire et du logement libre, pour pouvoir justement répondre à tous les habitants de Bourg-Saint-Maurice. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas sur les prix qui ont été montrés sur Tignes. Nous, on est plutôt sur 4 000, 5 000 euros en vallée, 8 000 à 10 000 euros en station. Mais même à 4 000, 5 000 euros, ça ne permet pas aux habitants de Bourg-Saint-Maurice de s'installer et d'acquérir une propriété sur la commune. Donc l'idée, c'est de travailler sur des nouveaux modèles, notamment du logement intermédiaire et du BRS, des bails réels solidaires, qui permettent de devenir propriétaire pour des personnes à moindre revenu. Le second objectif, c'est de prendre en compte le desserrement des ménages. Actuellement, c'est une tendance qui est connue sur toute la France. On l'a estimé sur Bourg-Saint-Maurice à la nécessité de créer 400 logements supplémentaires sur 10 ans pour pouvoir uniquement maintenir notre population actuelle. Donc, on sait qu'à minimum, on aura déjà cet effort à faire sans pouvoir créer de logements, d'accueillir de populations supplémentaires. Troisième objectif, c'est le maintien des logements sociaux. Donc, on a la chance actuellement d'avoir un taux de logements sociaux important. On est à 20% sur la commune, alors qu'on n'est pas soumis aux lois SRU. L'objectif, c'est avec la création de nouveaux logements. Donc, l'objectif, c'est de créer 800 logements sur les 10 prochaines années, qu'on continue à conserver ce taux à minimum de 20% de logements sociaux. Et donc, on va mettre, dans le cadre du nouveau PLU, des zones de mixité sociale avec des appositions de pourcentage de logements sociaux, notamment sur les OAP. Et dernier point aussi qu'on souhaiterait anticiper, toujours sur la question de l'habitat dans le cadre du PLU, c'est la question de la résidence principale. Actuellement,
malheureusement, une collectivité ne dispose d'aucun moyen pour interdire la construction de résidences secondaires. Donc, même sur le bourg, quasiment tous les terrains qui sont en vente ou toutes les maisons qui sont en vente, en très grosse partie, vu les montants de 4 000 € par mètre carré dont j'ai parlé tout à l'heure, la plus grosse partie part en résidence secondaire. On est en train d'essayer de regarder les différents outils qui sont à notre disposition pour éviter ça. Et notamment, il y a une évolution réglementaire qui est en cours qui permettrait d'avoir des servitudes de résidence principale. Donc, on souhaite déjà anticiper dans ce PLU-là, notamment au niveau du PADD, cette réglementation pour pouvoir l'intégrer plus tard de manière simplifiée, une fois que les décrets d'application seront connus. Et le dernier point, c'est favoriser la rénovation énergétique du patrimoine sous la transition énergétique. Donc là, nous, on est encore au stade on vient de valider le PADD. Donc on commence à travailler sur le règlement. Donc on est moins avancé que le PLU de Tignes. Mais donc on n'a pas encore les éléments de traduction réglementaire des obligations de couverture d'énergie renouvelable au niveau de performance énergétique qu'on va demander. Mais on sait d'ores et déjà que ça va être un axe important du PLU. Et à l'image de ce que présentait Tine tout à l'heure, on travaille aussi sur la création d'un réseau de chaleur sur l'ensemble du bourg. Et il y aura dans ce cadre-là une obligation de raccordement pour toutes les nouvelles constructions et tous les bâtiments qui changeront de système de chauffage et qui seront à proximité du futur réseau de chaleur. Voilà pour la présentation. Après, je reste ouvert à toutes les questions si besoin. Ouais. Merci beaucoup Sylvain, et merci vraiment aux trois intervenants, ce qui nous a permis d'avoir vraiment beaucoup d'exemples d'outils très concrets qui ont été mis en place ou qui sont en train d'être mis en place. Et voilà, c'est vraiment le but des webinaires, c'est de pouvoir inspirer les autres territoires. Du coup, si ça peut être le cas, voilà, l'objectif serait atteint. Ce que je propose du coup, donc là, c'est de se prendre un temps d'échange. Si vous avez des questions donc à poser à nos trois intervenants, du coup, si nos trois intervenants peuvent réallumer leur caméra et les micros éventuellement, comme ça, vous êtes disponibles. Et voilà, si parmi les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, ce qui permettra de voir et de vous donner la parole. Alors, je vois du coup un message d'Éric Guilpart. Est-ce que du coup, vous souhaitez c'est une précision, est-ce que vous souhaitez l'adresser à haute voix, comme ça qu'on est tous... Bah, écoutez, oui, je peux effectivement l'adresser à haute voix. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a eu une proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée au mois de décembre, qui n'a malheureusement pas pu être limitée dans le temps, n'a pas pu être votée définitivement. Elle devrait normalement être reprise. Et dans cette proposition de loi, il y a, comme le disait à l'instant la personne de Bourg-Saint-Maurice et celle de Tignes également, une proposition de créer des servitudes de résidence principale. Cependant, cette servitude de résidence principale ne s'appliquerait qu'aux constructions nouvelles et pas au stock existant. Et donc, il ne faut pas nécessairement en attendre un bouleversement rapide des du schéma et du urbanistique. Je voulais également rappeler que depuis, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais depuis l'automne dernier, les communes touristiques ont la possibilité de pratiquer une surtaxe loi d'habitation qui permet d'avoir des fonds pour favoriser la politique du logement. Je ne sais pas ce qu'il en a été à Tignes ou à Bourg-Saint-Maurice, quelle est la surtaxe appliquée. Ce que j'ai pu entendre, c'est que sur des communes comme Chamonix ou les Sables d'Olonne ou ailleurs, on en attendait quand même quelques millions d'euros par an à la disposition des collectivités pour travailler sur la politique du logement en créant, le cas échéant, des sociétés foncières avec des partenaires financiers pour faire du logement social. Voilà, je voulais ajouter ça.
Merci beaucoup pour la précision. Oui, Bah, je peux répondre, hein. On a appliqué une surtaxe de 20%. On a été raisonnable, hein. On n'a pas été au maximum, puisque ça pouvait aller jusqu'à 60%, hein, à ma connaissance. On a appliqué 20%. Voilà. Et sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, on a appliqué une surtaxe de 40% et qui va être utilisée en partie pour travailler justement sur l'habitat permanent. Et notamment, alors c'est pas forcément sur du logement social, mais on a aussi des difficultés pour loger les saisonniers. On est en train de créer une SEM, une société d'économie mixte, avec la Compagnie des Alpes, qui est exploitant du domaine skiable, et d'autres acteurs économiques du territoire, que ce soit l'hôpital et d'autres acteurs économiques type supermarché ou grosses résidences touristiques pour créer des logements saisonniers sur la commune. Et là, on vient de lancer un appel d'offres pour un premier bâtiment de 100 logements saisonniers qui serait du coup réalisé par la SEM et exploité par la SEM. merci beaucoup. J'ai une deuxième question qui est arrivée de Claire pour Sylvain. Du coup, qui nous demande si l'étude de l'évolution du parcours résidentiel fait de savoir comment est-ce qu'elle se fait. Est-ce que ce sont des analyses statistiques, des questionnaires, des entretiens? Alors, on a fait un certain nombre d'entretiens et après, on travaille sur des statistiques, notamment on a plusieurs outils. Donc, on a travaillé avec le CRMA sur un outil cognitif qui nous permet déjà de connaître à un instant T la répartition des logements sur le territoire, où sont les résidences principales, où sont les résidences secondaires, etc. Et après, on travaille là, on essaye de récupérer les données auprès des services de l'État la DGFiP pour avoir des données sur les niveaux de revenus des ménages. Donc ça, on arrive à avoir des données sur les niveaux de revenus. La difficulté qu'on a actuellement, c'est comment on arrive à croiser le niveau de revenu avec la composition des ménages, de savoir, bah, par exemple, si un foyer fiscal il gagne 30 000 euros, bah, est-ce qu'on parle de un, de 2 ou d'un couple avec 3 enfants? Et cette donnée, elle est nécessaire si on veut pouvoir vraiment savoir bah, finalement caractériser vraiment la population de Bourg-Saint-Maurice et pouvoir s'assurer que toutes les offres qu'on va faire, et notamment tout à l'heure, je parlais du quartier alpin, donc là, on a la chance d'avoir un foncier important sur la commune qui est l'ancienne caserne militaire et sur lequel on est en train de lancer des consultations pour construire des logements. Et on va imposer aux futurs promoteurs des obligations en termes d'accession, que ce soit du social ou que ce soit de l'intermédiaire. Et justement, pour savoir où est-ce qu'on met le curseur entre les différents types de social, donc le PLS, PLAI ou autres, et l'accession ou la location intermédiaire, on a besoin de connaître un peu mieux la composition des ménages de la commune. Donc pour l'instant, on bute un peu sur cette donnée-là, qu'on espère pouvoir croiser avec le niveau de revenu. Merci. Moi, ça m'appelle à une question. Comment est-ce que c'est pris par justement les investisseurs immobiliers, enfin les gestionnaires immobiliers? Est-ce ça freine justement tout ce que vous mettez en place? Est-ce que ça les freine ou bien est-ce qu'ils font avec et puis Non, bah alors il y a plusieurs cas de figure. Sur le quartier alpin, nous, on est propriétaire du foncier. Donc, c'est la partie, on va dire, entre guillemets, facile, parce qu'on va mettre des cahiers des charges et de toute façon, ils feront avec s'ils souhaitent s'implanter sur le territoire. Il y a quand même une grosse appétence maintenant par les promoteurs quand même pour s'implanter sur des territoires de montagne. Donc, on n'est pas très inquiet par rapport à ça. Et après, se pose le cas de figure sur le foncier qui n'est pas propriété de la commune. Donc là, notamment, on a 2 opérations qui viennent de partir. Et là, c'est du travail de négociation qu'on fait avec eux. Et notamment, il y a des projets qui sortent sur une entrée de ville, sur lequel on fait un PUP, donc un partenariat urbain, euh, bon, un projet public-privé urbain, je ne sais plus exactement c'est quoi les termes, dans lequel justement la collectivité va financer une partie des équipements publics nécessaires à la création de ces logements-là. On va demander aux promoteurs de contribuer au financement de ces équipements publics et on profite de ce contexte-là pour négocier avec eux une part de logements sociaux, une part d'acquisition intermédiaire. Mais là, on est uniquement sur la négociation et sur au final, le bon vouloir de l'opérateur.
Ok. Hubert, vous vouliez compléter? Vous voyez. Oui, en Merci. complément, quand on parle de logement permanent, logement social et tout, et je voudrais juste donner un exemple à Tignes, hein. Vous parliez de BRS tout à l'heure à Bourg-Saint-Maurice. C'est la seule façon aujourd'hui d'avoir un habitat permanent, pérenne, hein. Eh bien, on fait une opération de BRS. Les conditions, je vous les donne. Le terrain, on le met à disposition. On a encore un peu de foncier, on n'en a plus beaucoup, on le met à disposition. Il y a un plan Savoie et tout. Eh bien, par rapport effectivement à la construction de 29 logements, il faut qu'on mette au pot 1 700 000 euros. Tout simplement parce que on n'est pas classé en zone tendue, hein, et tout. On est en B1, donc ça veut dire qu'effectivement, par rapport au niveau de revenu des gens qui y ont accès, bah, on est sur quelque chose qui n'est pas suffisamment favorable. Et donc, ça nous coûte 1,7 million. Bon, c'est évident qu'on peut le faire une fois, on ne pourra pas le faire deux fois, hein. Après, on prend de plein fouet à la fois la spéculation, on se prend de plein fouet l'augmentation des coûts de construction, hein. Et les bailleurs sociaux, eux, bah, où effectivement leurs investissements sont liés au taux de rendement des prêts, etc., hein. Donc on voit bien qu'effectivement c'est très compliqué, très très compliqué. Merci pour cette précision. Pendant que vous faisiez votre précision, il y a une autre question qui est arrivée pour savoir, Emma voulait savoir si la question des habitats légers est évoquée ou envisagée par les municipalités pour éviter la consommation et l'artificialisation des sols. Donc, il y avait cette question et une deuxième qui était de quel soutien pour la rénovation des bâtiments auprès des privés. Je ne sais pas Bon, qui entre vous je peux trois. répondre déjà. Sur l'habitat léger et tout, on est quand même en zone de montagne, hein. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut pérenniser et tout, hein. Moi, j'ai eu des demandes, hein, mais on peut pas y répondre favorablement. Et la personne à qui j'ai répondu a très vite compris, hein, parce qu'il faut quand même un minimum de raccordement, de choses comme ça et tout. Donc nous, on est en trop haute altitude pour que ça marche. Par contre, on va mettre en place cette année et très rapidement une solution rapide d'installation pour du logement saisonnier. Alors, c'est un peu du logement facile à installer, puisqu'il va être installé pendant la période d'été, en quelques mois. Donc, on va mettre ça en place et ça va nous débloquer 120 logements quand même, sur 2 emplacements. Donc, voilà un peu en termes d'habitat léger ce qu'on va développer, mais pas pour du particulier, quoi. Et Voilà. du coup, c'est des logements qui sont installés pendant l'été, qui servent pour l'hiver et qui sont ensuite Mais on va loués voilà, ou... on peut les laisser, on va les laisser un certain nombre d'années, hein. C'est très nouveau pour tout vous dire. On a un partenariat avec un privé là-dessus, mais on va aller vers cette solution-là pour débloquer notre problème de logement saisonnier. D'accord. Et qui est fait avec quel type de... Enfin, c'est quel type d'habitat? C'est des containers, c'est des... Oui, c'est du conteneur empilable, hein. D'accord. Un peu qualitatif quand même. Mm. Mais sinon, ça attire pas plus les saisonniers. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, je ne sais pas si Sylvain, vous aviez quelque chose que vous vouliez Non, bah, rajouter sur le logement léger, faut voir que c'est pas forcément non plus des solutions qui sont hyper denses. Parce que souvent, les personnes qui demandent ça, ils souhaitent avoir leur petit logement dans leur coin entouré de nature. Donc c'est vrai que même si on peut tous comprendre la volonté d'aller sur ce type de logement, souvent c'est pas compatible avec une ville plus dense. Nous, on réfléchit quand même cependant, parce que comme on disait tout à l'heure, il faut avoir quand même des réseaux pour alimenter ces logements-là. Donc, on réfléchit quand même à flécher une zone dans le cadre du PLU, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'arbitrage dans ce sens-là. Après, peut-être pour la deuxième partie de la question sur les incitations pour la rénovation thermique dans le privé. Donc, nous, on a travaillé sur une étude patrimoniale avec des architectes patrimoniaux et un bureau d'études énergétiques pour voir en compte justement comment on pouvait faire des travaux de rénovation énergétique tout en respectant le patrimoine du XXe siècle sur les stations d'Arc 1006 et d'Arc 1008. Donc là, on vient de finaliser cette étude qui donne des prescriptions techniques pour permettre la rénovation des bâtiments. Et en plus de ça, du coup, on a des subventions pour la rénovation, pour l'isolation par extérieur en cas de ravalement de façade. Et on a fait aussi une réduction de la taxe foncière
sur 2 ans, il me semble, lorsqu'il y avait des gros travaux de rénovation. Ok. Merci Euh, beaucoup. Oui, je peux apporter un complément Oui. aussi sur l'aspect rénovation. C'est clair qu'aujourd'hui, la commune ne finance pas des rénovations énergétiques globales au niveau des copropriétés. Par contre, depuis l'année dernière, on se déplace dans les AG des copros avec effectivement une démarche, on prend un quart d'heure, hein, de façon à expliquer qu'est-ce que c'est que la rénovation globale thermique, les aides qu'ils peuvent avoir. On a travaillé avec Coach Rénov', hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, on essaye de leur mettre le pied à l'étrier et on est toujours en recrutement d'ailleurs d'une personne qui pourrait suivre, je dirais, et proposer ses services en tant qu'AMO aux copropriétés. On est dans cette démarche-là. Après, il y a une partie subvention, mais qui existe depuis longtemps, dans le cadre de l'aménagement intérieur pour l'améliorer l'habitat intérieur. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les rénovations thermiques. Merci beaucoup. Et on prend une dernière question de Étienne. Alors, Étienne, je la lis. Est-ce qu'il existe des actions dans ces communes pour réduire la taille moyenne de certaines constructions, comme les habitations individuelles des années 70-80, pour développer de nouveaux logements sans augmentation de mètres carrés construits, tandis que le nombre de personnes par ménage a réduit fortement ces dernières décennies? Selon l'Office français de l'habitat, non, l'Office français de l'habitat parle de créer 300 000 logements d'ici 2050 pour une population constante en France. Alors, au niveau de Tignes, nous, le constat que l'on fait, il va plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que les gens veulent de plus en plus de confort et ils veulent des surfaces de plus en plus grandes, même pour leur séjour à la montagne, hein. Donc, les promoteurs ont tendance à faire grossir les surfaces. Euh, Si on rapporte le nombre de lits par mètre carré, je pense qu'il a plutôt tendance à évoluer que dans celui qu'on avait dans les années 70, hein. Mais voilà, et nous, on n'a pas d'incitation particulière. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait le faire, cette densification-là, mais non, on n'a pas travaillé cet aspect-là, si je peux dire. Et nous, il faut peut-être distinguer un peu ce qui est. Il y a deux types de logements. Il y a le logement touristique, où en effet, on avait des tout petites cellules et les personnes souhaitent avoir des cellules plus grosses. Nous, là-dessus, la stratégie, c'est vraiment de limiter la création de nouveaux logements touristiques et de le faire uniquement ou quasiment exclusivement sur de l'offre hôtelière. Donc, ça répond un peu à la question de consommation d'espace, parce qu'on sait que l'offre hôtelière, on a des lits qui sont chauds, pas contrairement aux résidences secondaires où des fois c'est froid ou intermédiaire avec du Airbnb, mais c'est beaucoup moins de nuitées par lit. Et après, si on est sur de logements à l'année, en effet, il y a cette question de desserrement des ménages. Là, comme je disais tout à l'heure, nous, on a estimé à 400 logements le besoin de création en 10 ans pour permettre d'accompagner ce phénomène de société. Concernant la taille des logements, c'est quelque chose qui est difficile de contrôler via le PLU. Nous, on travaille sur la densité, donc en imposant, notamment en travaillant sur des OAP, un nombre minimum de logements par hectare, enfin, sur des zones définies. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est sur le foncier dont on dispose, notamment sur le quartier alpin, où du coup, on va travailler justement aussi sur la granulométrie. Donc, on est en train de réfléchir à ça, de savoir dans le cahier des charges, quelle est la granulométrie qu'on va imposer entre des T2, des T3, des T4, pour être sûr que ça permet d'accompagner le parcours résidentiel des ménages. Eh ben, Pauline, merci. Merci beaucoup pour Pauline, cette réponse. Ah, oui, si, Richard? si je peux seulement me permettre un petit complément par rapport à ce qui a été dit sur les Oui. dernières questions, et ça rejoint la remarque de M. Guilpart. Toutes les évolutions législatives, les outils dont on parle, leur limite, c'est qu'ils s'appliquent aux futures constructions. Et tout ce qui est action sur les bâtiments existants, les logements existants, les logements vacants sont très nombreux chez nous, on est démunis. Voilà, on peut agir sur ce qui va se construire, on peut beaucoup moins agir sur ce qui est déjà existant. C'est vraiment une limite de tous ces outils réglementaires, juridiques, avec toutes les bonnes volontés affichées par les collectivités. Le seul moyen vraiment d'action, c'est quand la collectivité se porte propriétaire, acquéreur de ses biens et puis détruit, réhabilite. Mais on ne peut pas, encore une fois, imposer au privé
tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Merci beaucoup, effectivement, pour cette petite précision. J'allais redémarrer parce qu'effectivement, je vois que l'heure tourne, il est déjà 32. Euh, En temps normal, on vous fait un petit partage de bonnes pratiques. Là, ce que je vous propose, c'est on vous enverra le support, les bonnes pratiques qu'on identifie sur le territoire. Il y a la bonne pratique de Font Romeu, très rapidement, qui travaille au réaménagement de son centre-ville. Et il y a d'une part donc, c'est cette volonté de réaménagement, mais aussi, ce qui est important de noter, c'est comment est-ce que ce réaménagement se fait. Et donc, dans le cahier des charges du projet, il y a vraiment un point d'ordre mis sur la concertation et la participation publique, la performance énergétique du bâti, ou encore limiter l'impact environnemental des travaux. Et on avait aussi noté comme bonne pratique le programme des 1000 doctorants pour un territoire, avec l'idée de profiter en fait de la force de travail d'un doctorant pendant 3 ans et des résultats de ses recherches sur une problématique de politique publique territoriale. Et il y a donc en ligne, en fait, les collectivités sont exigibles à ce dispositif et elles peuvent candidater à des offres qui sont proposées par les étudiants. On vous a mis 2 exemples ici. Un exemple d'offre sur un travail sur le réemploi, la réparation et la réutilisation des déchets vu par le prisme des usages, et un autre qui est sur la structuration de la filière bois locale. Donc, on ne peut que vous inviter à aller explorer le site qui répertorie ces différentes offres et à solliciter l'aide d'un doctorant pour structurer d'éventuels projets de territoire. Pour vous redonner un petit peu les prochains rendez-vous de Mountain Riders, donc le prochain webinaire sera un webinaire Montagne Zéro Déchet qui aura lieu le 15 février. Et pour le prochain webinaire Flow Converse, ce sera le 14 mars, pas du tout 224, mais 2024, où on parlera donc de l'eau avec la raréfaction, les conflits d'usage, et on réfléchira à quelles solutions face à ça. On vous a mis une petite bibliographie, donc en vous envoyant le support après, vous aurez tout ça. Et on voulait surtout vous remercier. Je tenais à remercier nos 3 intervenants. Merci pour tous les apports concrets que vous avez pu nous apporter aujourd'hui. Merci aux questions qui ont permis de creuser tout ça. Et du coup, pour moi, rendez-vous dans 2 mois. Et sinon, rendez-vous dans 1 mois pour la montagne zéro déchet. Un grand merci à tous et toutes. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Eh bien, merci à vous pour l'organisation de la webconférence. Merci, oui. Merci à tous. Bonne fin Merci d'après-midi. beaucoup. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.